Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être venus pour assister à cette conférence donc, qui va se focaliser sur la dimension névralgique des infrastructures dans l'écosystème de la mobilité électrique. Pour nous éclairer sur ce sujet complexe qu'on traite depuis déjà un certain nombre d'années d'ailleurs, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Bruno Lebrun, président du GIREV, Monsieur Fabien Cauchy, président de Metapolis, Monsieur Christian Grelier, directeur de l'innovation de Bouygues Immobilier, Monsieur Henri Carbeau, ministre conseiller de l'ambassade de Norvège, et Monsieur Guillaume Langlais, directeur territorial Hauts-de-Seine d'Enedis. Alors, je vais juste donner quelques éléments de cadrage au départ, puisque c'est vrai que le véhicule électrique et ses infrastructures, c'est un peu l'arlésienne. C'est aussi vieux que l'automobile d'ailleurs, puisque la jamais contente au début du XXe siècle était électrique. Ensuite, on a eu une vraie hésitation chez un certain monsieur Ford qui a longtemps hésité entre opter pour l'électrique ou le thermique, et puis on sait ce qu'il est advenu, grâce au conseil d'un certain Edison d'ailleurs. Et puis il y a tous les débats de société qui tournent aussi autour de cet enjeu. Alors c'est pas vraiment le lieu de savoir si c'est bien ou mal, vertueux ou non. On connaît les limites, y compris au niveau environnemental, des véhicules électrifiés selon la manière dont ils le sont. Le vrai driver, en fait, aujourd'hui, partout dans le monde, d'ailleurs, pas uniquement en France, il est législatif, et ce sont les différents législateurs qui donnent une impulsion manifeste pour un développement du véhicule électrique. Alors, le véhicule électrique en France, en 1990, c'était 12 immatriculations, donc autant dire 0% de part de marché. 10 ans plus tard, en 2000, on passe à 184 immatriculations, donc toujours 0% de part de marché. En 2010, on est à 5 663 immatriculations. Donc là, on arrive à 0,3% de pénétration. L'hybride, pendant ce temps-là, l'hybride classique, pas l'hybride rechargeable, commence à percer. Lui, il tutoie les 30 000 immatriculations en 2010 pour 1,5% de part de marché. Aujourd'hui, le véhicule électrique tutoie, atteint, dépasse, ça dépend des mois, 1% de part de marché pour les 100% électriques, incluant du coup maintenant les hybrides rechargeables qui tendent à se développer, et l'hybride classique incarné par une marque comme Toyota, pour ne pas la citer, lui par contre commence à avoir des volumes relativement significatifs. Donc l'offre, elle va se développer, j'y reviendrai. On l'a vu, ne serait-ce pas plus tard que cette semaine, en début de semaine, un groupe comme Volkswagen a présenté sa plateforme d'électrification MEB. Donc c'est une plateforme modulaire qui va permettre de lancer 27 modèles d'ici 2022. C'est un investissement de 16 milliards d'euros, donc c'est quand même relativement significatif, y compris pour un groupe de l'ampleur de Volkswagen. Donc voilà, on sent que les choses se mettent en place. Pour les bornes de recharge, on a des spécialistes qui en parleront mieux que moi, mais le maillage en France, il est à plus de 20 000 bornes sur la voie publique. Et on estime qu'il faut ajouter un peu plus de 110 000 points de charge pour les domiciles et les lieux de travail. Ce sont les chiffres de l'ADEME, donc je pense qu'on peut les juger. On peut les juger comme relativement fiables. Donc le mouvement français va s'enclencher, mais c'est vraiment un mouvement mondial. Et quand je parlais du législateur, il y a 3 grosses législations qui vont se télescoper dans les années à venir. C'est les normes CAFE, CAFE, ça dépend comment on prononce, aux USA. C'est la RDE en Europe pour Real Drive Emission. Et vous allez voir dans les mois prochains avec le nouveau protocole WLTP, le grammage par CO2 de véhicules qui va augmenter très significativement parce qu'on se rapproche d'émissions réelles et non plus d'émissions théoriques sur borne de mesure. Et il y a surtout le programme NEV en Chine, où là, c'est une imposition de quota. Donc, si vous ne vendez pas X% de véhicules électriques sur vos ventes, vous êtes pénalisé, vous n'avez même pas le droit de vendre. C'est l'avantage des grandes démocraties, parfois. Donc voilà, il y a vraiment un effet de convergence, mais pour éviter les amendes, tout simplement, dans tous ces pays, l'électrification va être un passage obligé, quoi qu'on en pense. Alors certaines valeurs en disent plus qu'un long discours. Je me suis rapproché d'un cabinet de consulting Advancy. Entre 2012 et 2017, il y a eu 279 opérations de rachat recensées dans l'industrie automobile, de rachats significatifs. Il y avait 28% de ces rachats qui portaient sur le véhicule électrique, donc 100% électrique ou hybride rechargeable.
et juste à titre de comparaison, 30% sur le véhicule autonome. Donc on a beau dire c'est lointain dans les deux cas, on voit que ça se rapproche. Et alors en valeur, on connaît le montant des transactions de 115 de ces 279 opérations de rachat. C'est 77,5 milliards de dollars, donc c'est quand même là aussi très significatif. 19,2 milliards de dollars pour l'électrification et 35,1 milliards pour le véhicule autonome. Voilà. Alors selon plusieurs cabinets d'études, là aussi j'ai compilé, c'est des gens comme Oliver Wyman, Ernst & Young, Price, Alix Partners, donc c'est je pense aussi relativement fiable. Ils estiment que les véhicules 100% électriques et les hybrides rechargeables vont représenter 20% des ventes en Europe en 2025 et 27% des ventes en Chine au même horizon 2025. Alors c'est les ventes sur une année pleine, en 2025, ça n'a rien à voir avec la résilience du parc qui est considérable partout, il ne faut jamais perdre ça de vue. L'essence n'aura pas disparu non plus puisque le reste des immatriculations se fera sur des motorisations thermiques essence optimisées. Il n'y a guère que le diesel qui va sans doute s'effondrer, mais le diesel, ça concerne le marché européen et le marché indien, c'est tout. Dans le monde, il n'y a que 2 marchés qui sont concernés par ce carburant. Donc voilà, tout indique que les mises à la route du véhicule électrique vont être donc significatives pour les années à venir, et c'est pourquoi maintenant il est temps de s'y préparer, puisqu'autant c'est vrai que quand on disait ça il y a 6-7 ans, il y avait un peu de la fonction illocutoire du langage ou l'autoprophétie qui était convoquée, alors que là en tout cas les plannings industriels sont en route, les investissements, c'est pour ça que j'en ai parlé, sont en route. On peut imaginer que tous les groupes qui ont investi autant de milliards l'ont pas fait de façon déraisonnée. Et pour pouvoir circuler avec bonheur et liberté dans ces véhicules-là, il faudra pouvoir les recharger à domicile, au travail ou sur la voie publique. Alors ça a été longtemps le problème qu'on a évoqué déjà ensemble, un peu l'œuf ou la poule, il faut qu'il y ait des véhicules, il faut qu'il y ait des bornes. Bon, en fait, il faut qu'il y ait les deux. Après, il faut aussi savoir calibrer le juste nombre de bornes par rapport à l'essor programmé d'un volume de véhicules donné. Mais pour évoquer cette question, j'ai donc le plaisir de donner la parole à Monsieur Bruno Lebrun, président du GIREV et donc grand spécialiste des infrastructures. Bonjour à tous et merci de votre invitation pour discuter de ces sujets-là qui sont des sujets d'avenir passionnants. Quand on travaille dedans, on a beaucoup de chance en fait. Donc moi effectivement je suis le président de GIREV. GIREV c'est une société qui a été créée il y a 5 ans maintenant par Enedis, ici présent, EDF, Renault, la Caisse de dépôt, la Compagnie nationale du Rhône, et qui a été rejointe récemment par un fonds d'investissement qui s'appelle le FMET pour le Fonds de modernisation écologique des transports. Et l'intention de départ a toujours été qui n'a pas changé, d'ailleurs très poussée par les pouvoirs publics à l'époque. La création de la société avait été cautionnée et poussée par 3 ministres. On était à l'époque de Montebourg, bateau, et puis Cuvelier au transport. Et l'idée de départ, pressentant, prophétie qui s'est réalisée tout à fait juste d'ailleurs, pressentant qu'avec l'essor du véhicule électrique, on allait avoir en Europe, et en France notamment, beaucoup de réseaux de recharge hétérogènes qui poseraient un problème à l'usager. C'est aujourd'hui le cas. Vous avez une centaine de réseaux en France et plusieurs centaines en Europe, distincts. Ce qui fait que si vous mettez à la place de celui qui conduit un véhicule électrique, qui ne fait pas encore des centaines de kilomètres avec son véhicule électrique tous les jours, mais enfin quand même, il y a un problème évident de transversalité, d'accès à tous ces réseaux de recharge. Voilà. Et c'est la raison d'être de la création de GIREV il y a 5 ans. On a développé une plateforme d'itinérance qui permet précisément de gérer cette transversalité d'usage. Je ne sais pas comment je fais pour projeter quelques slides. Je fais ça. Alors, normalement, la régie à la main sur les présentations. Voilà. Ah, super. Voilà. Alors l'itinérance, d'abord, c'est quoi? Et on la pratique en fait dans tout un tas de champs de nos vies quotidiennes.
que ce soit en matière de téléphonie, de bancaire, de rail, alors c'est moins vrai en France plutôt que dans certains pays européens, ou d'autoroute. C'est la capacité à utiliser l'abonnement d'un opérateur en utilisant l'infrastructure d'autres au fur et à mesure de son usage et en matière de mobilité de ses déplacements. Donc ça, vraiment, ça se pratique et on n'en a même plus conscient dans tous ces secteurs-là. Et donc, en matière de mobilité électrique, le besoin, c'est exactement celui-là. C'est la capacité demain, pour un utilisateur de véhicule électrique, VE, ça veut dire véhicule électrique, de pouvoir se recharger sur n'importe quel réseau, sur n'importe quel point de charge en France et en Europe. Ça dans un contexte où voilà, il y a une grande diversité, comme je vous le disais. On en compte plus de 100 000 ouverts à l'itinérance en Europe. En France, plus de 15 000, répartis en une centaine de réseaux. Donc c'est un vrai problème de complexité. Voilà, c'est un vrai sujet. Alors ça a été réglementé en France. Il y a un décret qui date de janvier 2017 par transposition d'une directive européenne qui impose aux opérateurs de charge, c'est-à-dire aux acteurs qui, alors à la fois aux aménageurs et aux opérateurs, c'est-à-dire aux acteurs qui installent des réseaux de recharge et qui les opèrent, de se rendre accessible à tout opérateur de service tiers, sans discrimination. Et l'idée, elle est très simple derrière, c'est de ménager un marché très ouvert de services et de faire en sorte que sur cette infrastructure essentielle que sont ces dizaines de milliers de points de charge qui commencent à couvrir notre territoire, eh bien, il ne puisse pas y avoir des effets de verrouillage, de verrouillage de certains opérateurs. Ça rejoint un droit exclusif de délivrer le service sur cette infra. Donc le souci, il est très louable, c'est vous avez une infra, et ben, si vous êtes opérateur de service, vous devez pouvoir avoir un accès libre à cette infrastructure, voilà, sans discrimination possible. Donc ça s'impose, ce règlement s'impose aux opérateurs de recharge publics ou privés. Et c'est le cas en France de tous les opérateurs publics, puisque la dynamique s'est faite par l'investissement public, qui ont installé des points de charge, soit les agglos, les communautés d'agglos, les métropoles ou les syndicats d'énergie, qui sont beaucoup de ces acteurs qui ont depuis 3-4 ans consenti un effort colossal en France pour déployer l'infra sur le territoire. Mais c'est vrai aussi, ça s'applique aussi aux opérateurs privés. Alors certains, dont Tesla, ont encore des modèles un petit peu fermés, mais normalement, ils doivent se soumettre à cette ouverture de service à tout opérateur tiers. Voilà en matière de mobilité, électrique, ce qu'on entend par itinérance. Alors, sachant quand même que pour accéder à un point de charge, si vous voulez, il y a deux options aujourd'hui et demain. La première, c'est d'accéder au service en étant abonné à un opérateur de service. Évidemment, la deuxième, c'est de payer directement à l'acte de façon anonyme et souvent avec des moyens de paiement que sont des terminaux de paiement bancaire qui sont quand même rares sur les points de charge ou des systèmes de paiement de type serveur vocal interactif, application de paiement, etc. Dans un cas, quand même, vous avez tendance à acheter un service qui souvent est globalisé, qui souvent est délivré non pas seulement sous forme d'un acte de recharge, mais ça peut être couplé avec tout un tas de trucs. Et dans le deuxième cas, vous avez quand même tendance à acheter du kilowattheure. Donc on voit bien que la valeur, elle va probablement se déplacer sur l'achat de services, parce que le véhicule électrique est un véhicule serviciel, et que les opérateurs vont aller chercher de la valeur sur ces services. Vendre du kilowattheure, ce n'est pas générateur de valeur. Il est probable qu'on aille sur des ventes de services plus ou moins riches, voilà, adossées à embarquant le véhicule. Enfin, voilà. C'est d'ailleurs ce qu'on observe dans les faits. Aujourd'hui, on constate que 90 à 95% des actes de recharge se passent sous la forme en étant abonné à un opérateur. Voilà, alors nous là-dedans, plateforme d'intermédiation de services, on permet de mettre en relation contractuelle et technique ces opérateurs de charge, les verts à droite, là, et les opérateurs de mobilité, c'est-à-dire les opérateurs de service. On est un peu, si vous voulez, pour prendre une image, quand vous êtes... ma banque, c'est le Crédit Lyonnais. Quand je vais retirer de l'argent à la Société Générale,
il se passe des choses entre les deux réseaux bancaires, orchestrés par le groupement interbancaire. Et voilà, on a un peu vocation à être cet acteur de back-office qui permet de mettre en relation les opérateurs pour le bénéfice des usagers finaux et le déploiement de cette fonction d'itinérance en Europe. Voilà. On a aujourd'hui connecté à la plateforme à peu près 25 000 points de charge dans 10 pays, dont la moitié en France. Et ça se répartit en 130 réseaux et 60 opérateurs. Voilà, et on est au tout début de l'affaire, on est vraiment au tout début de l'histoire, puisque cette itinérance, vous voyez, elle est souvent, on en parlait aussi, elle est souvent illustrée négativement dans les journaux, quand on entend des gens qui ont fait l'expérience avec un véhicule électrique de faire un long trajet. Alors on a tous les cas possibles et qui se sont plaints de cette expérience, parce que c'est vrai que ça reste encore, faire des longs trajets en électrique, ça reste encore quelque chose de difficile. Il y a encore beaucoup de travail, notamment en matière d'itinérance. Je crois que je suis à la fin. Merci beaucoup, Monsieur Lebrun. Juste, on a vu le volume de bornes que vous gériez sur 10 pays. Vous attendez-vous à quel type de progression dans les années à venir ? Écoutez, là, on est engagé dans une expansion européenne assez forte, assez vive. En France, on connaît un petit peu sur l'infrastructure publique. Il y a eu toute une vague d'investissements liés au PIA qui est parti en 2014, qui s'est étalé jusqu'à fin 2017. On connaît un plateau, là. Je pense que ça va rebondir sous des modalités un peu différentes. Mais c'est maintenant pour nous la connexion de réseaux européens qui souvent sont des énormes réseaux. Aux Pays-Bas, vous avez des réseaux de plusieurs dizaines de milliers de points de charge auxquels on s'attelle actuellement. Donc on est à 25 000 points de charge. Nous, on s'attend à être au-delà de 100 000 points de charge en 2020. Connectés à la plateforme, donc ouvert à l'itinérance en Europe. Monsieur Grelier, je crois que vous... Ouais, je vais vous poser une petite question peut-être embêtante, et embêtante aussi pour Guillaume. Comment vous analysez l'annonce d'hier de Total qui veut, dans toutes ses stations-service, mettre des bornes électriques? Pour le coup, ils ont des points de présence un peu partout en France. Ce que vous disiez, hein, c'est vrai, quand on part en véhicule électrique, on ne sait pas trop où est la prochaine borne. Là, ils ont à la fois la puissance pour le faire et le réseau maillé que l'on connaît. Non, mais il est absolument nécessaire qu'on aille vers ce maillage des autoroutes, mais ce ne sera pas suffisant parce qu'on n'est pas que dans un modèle de déplacement autoroutier. Donc c'est nécessaire, c'est absolument vital pour crédibiliser. On le voit très bien dans nos chiffres. Cet été, on a très bien vu dans nos chiffres les transhumances de Néerlandais qui sont fortement équipés de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, traverser la France pour passer leurs vacances dans le sud. Voilà. On l'a très bien vu et je peux imaginer que pour un certain nombre, ça a dû être un peu douloureux, quoi. Donc ce maillage des autoroutes est vital, mais il ne sera pas suffisant. Parce qu'il y a deux autres points qui sont absolument nécessaires. C'est un maillage à peu près équiréparti du territoire, y compris rural. Alors ça, c'est finalement ce qu'on a commencé par faire depuis 3 ans, notamment avec le PIA, qui a essaimé un peu partout des bornes de charge, jusque dans des villages très reculés. Et puis, troisième point, qu'on n'a pas encore tout à fait commencé à faire, le maillage des centres urbains. Et ça, c'est drivé par la qualité de l'air, avec la nécessité absolue pour répondre à l'exigence de 2024 à Paris, le déploiement de points de charge en masse. Merci beaucoup. Et j'ai le plaisir maintenant de donner la parole à Monsieur Guillaume Langlais, donc pour le compte d'Enedis. Bonjour et merci pour l'invitation. Juste rappeler qui est Enedis. Enedis est le distributeur d'électricité du réseau de distribution publique d'électricité, donc 95% du territoire français, et donc assure cette mission de service public de distribution de l'électricité, et donc doit garantir à tout moment que chaque client, chaque entreprise puisse bénéficier d'une qualité de fourniture et donc des services dont il attend. Et dans les nouveaux usages qu'on observe, effectivement, la mobilité électrique fait partie des enjeux
auxquels nous devons faire face. Je vous propose du coup, pour introduire le sujet par rapport à l'enjeu du réseau de distribution, de visionner un court film qui me permettra de planter un petit peu le sujet et de montrer un petit peu ce qu'Enedis a anticipé en matière de réseau. Dans moins de 15 ans, vous verrez moins souvent ceci et vous entendrez moins souvent cela. Dans moins de 15 ans, 5 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables sillonneront les routes de France. Les pouvoirs publics en ont la volonté et notre bien-être l'exige. Ce développement du véhicule électrique, Enedis le prépare déjà avec les collectivités locales, les services de l'État, les industriels et sa propre recherche et développement. Aux collectivités locales, Enedis apporte son expertise du réseau pour optimiser les investissements contribuant à réduire l'empreinte carbone et accompagnant la transition énergétique. Avec les industriels, Enedis s'investit dans de nombreux projets tels que JREV ou Bienvenue. D'ici 2030, beaucoup d'innovations auront donc vu le jour pour permettre la mise en circulation de 5 millions de véhicules électriques et hybrides rechargeables qui nécessiteront l'installation et le raccordement au réseau de 7 millions de points de charge publics et privés. Il existe 3 types de recharge. La recharge rapide. C'est la solution d'itinérance car équivalente à la puissance appelée d'un immeuble de 10 logements. La recharge accélérée, c'est la recharge des grands rouleurs, mais elle nécessite encore la puissance appelée équivalente à 20 machines à laver. Enfin, la recharge normale qui représente la bonne solution dans 95% des cas car elle s'effectue à domicile ou sur le lieu de travail. N'appelant pas plus de puissance qu'un chauffe-eau, c'est la solution la plus économique pour l'usager. C'est aussi celle qui a le moins d'incidence pour le réseau de distribution électrique. Si tout le monde rechargeait en même temps en rapide, c'est la quasi-totalité de la puissance électrique disponible en France qui serait sollicitée. Il est donc indispensable de piloter la recharge des véhicules électriques pour limiter les puissances souscrites au contrat et les besoins de renforcement du réseau. Cela passe non seulement par le mode de recharge choisi, mais aussi par les innovations d'Enedis. Pour adapter le réseau de distribution à l'arrivée du véhicule électrique, Enedis amplifie la modernisation de son réseau. Le développement des réseaux intelligents, le compteur communicant Linky et la flexibilité apportée par les véhicules électriques permettront au réseau de distribution de faire face à toutes les variations de production et de consommation. Avec Enedis, le véhicule électrique entre dans une nouvelle phase de son développement. Bientôt, 2500 véhicules électriques intégreront le parc automobile d'Enedis et témoigneront de son efficacité. Donc voilà, vous l'aurez compris, donc au-delà de l'effort, comme la ville d'Issy-les-Moulineaux, d'électrifier sa flotte, Enedis a la deuxième flotte de France derrière la Poste en matière de véhicules électriques. Donc nous sommes aussi impliqués en tant qu'entreprise finalement sur le sujet de la mobilité électrique, qui connaît plutôt d'ailleurs en termes de témoignages un succès auprès de nos agents utilisateurs. Nous mettons à disposition maintenant les véhicules en pool et non plus affectés par service, et donc du coup ça nous permet d'optimiser d'une part le nombre de véhicules, de rentabiliser le véhicule électrique de manière très notable, et puis nous-mêmes d'être vertueux par rapport au réseau auquel nous sommes nous-mêmes raccordés pour raccorder nos véhicules électriques, en souscrivant une puissance inférieure à celle que nous avions auparavant grâce à des systèmes de pilotage de la charge. Et vous l'aurez compris, cette intelligence de la recharge, elle est primordiale pour le réseau. Le petit film le montre bien. L'enjeu de la mobilité électrique pour Enedis, c'est de le faire avec intelligence et avec toute l'innovation et les moyens dont on dispose aujourd'hui qui sont suffisamment, je dirais, avancés et dont la démonstration a été faite sur des démonstrateurs de Smart Grid notamment, pour démontrer finalement leur efficacité. Notamment le projet Bienvenue, qui aussi vise à répondre à une demande des citoyens. C'est vrai que les nouveaux immeubles dont le permis de construire a été validé à partir du 1er janvier 2017, intègre cette mobilité électrique comme finalement, à travers la réglementation, comme un besoin à appréhender dans la constitution et la construction de l'immeuble. Mais la majorité de nos concitoyens, des clients, finalement, vivent dans des immeubles qui ont été conçus avant et qui n'ont pas été prévus
ni du point de vue du réseau, ni d'un point de vue de la structure du bâtiment pour accueillir cette mobilité électrique. Le projet Bienvenue, dont un immeuble est équipé au fort d'ici, vise justement à tester ces nouvelles solutions de pilotage de la charge, c'est-à-dire que par exemple on a mis 40 bornes dans une grosse copropriété et finalement il n'y a qu'un seul point de livraison qui n'est de 36 kVA, le fameux ex-tarif bleu, et avec 36 kVA on arrive à recharger finalement 40 véhicules qui finalement ne se rechargent pas toujours à la même heure dans la journée, dont le besoin de chaque utilisateur est différent. Certains ont besoin d'avoir le véhicule rechargé dans 2 jours, d'autres dans les 2 heures, d'autres le lendemain matin. Et finalement, tous les systèmes aujourd'hui sont capables de piloter cette charge et c'est l'enjeu du réseau. Donc pour répondre à la question de Christian tout à l'heure, non, ce n'est pas un problème que Total demande des points de livraison de forte puissance sur le réseau autoroutier, puisqu'on en a besoin et ça fait partie de la charge rapide dont ont besoin les grands rouleurs, les grands utilisateurs. Par contre, ce qu'on anticipe, c'est pas que ça soit le mode général de recharge, qui sera plutôt de la recharge dite normale, à domicile ou sur lieu de travail, et qui finalement, dans 95% des cas, répondra à besoin de recharge du trajet fait la veille ou dans la journée. Le francilien moyen fait 30 km. Bon, peut-être que c'est une moyenne, donc il y a aussi des franciliens qui en font peut-être plus de 100. Mais aujourd'hui, avec des véhicules qui ont des autonomies annoncées de 300 km, des batteries de 50 kWh, 40 kWh, effectivement, c'est une recharge normale du type de la puissance d'un chauffe-eau et largement suffisante pour le faire dans la nuit. Après, ce qui est important de souligner, c'est que cette recharge ne doit pas se faire finalement et s'ajouter à la pointe qui existe déjà naturellement en France sur le réseau, qui est la pointe qui commence vers 18h et qui se termine vers 22h. Et c'est pour ça que historiquement, depuis les années 60, vous avez le fameux tarif heure creuse, heure pleine qui avait été mis en place. C'était bien pour démarrer les ballons d'eau chaude à un moment où la consommation commençait à baisser. Pour la mobilité électrique, j'ai envie de dire, il suffit de faire exactement la même chose que ce qu'on fait depuis finalement les années 60 avec le tarif heure creuse, heure pleine, sauf qu'effectivement, comme on est au 21e siècle, on sait le faire avec un peu plus de précision, un peu plus d'outils. Et par exemple, le compteur communicant Linky intègre des index à la fois fournisseurs, qui peuvent être un signal prix pour le client pour démarrer ou pas sa recharge, mais aussi un index distributeur qui peut être une contrainte du réseau envoyée par le compteur. Et donc ce signal peut être pris par une domotique ou une borne de recharge intelligente qui communique avec le compteur pour intégrer ce signal comme étant un signal de je démarre, je m'arrête ou je module ma puissance de raccordement. Et à partir du moment où on accompagnera la mobilité électrique avec ces technologies-là, il n'y a pas de difficulté pour Enedis pour répondre et accompagner cette mobilité électrique. Par contre, si on le faisait un petit peu de manière brutale, en on-off, je me branche, ça charge immédiatement, quelle que soit l'heure, effectivement, on pourrait être amené à appeler une puissance significative de la puissance du réseau en France et créer de la contrainte. Si on crée de la contrainte, ça veut dire qu'il faut renforcer le réseau. S'il faut renforcer le réseau, c'est l'ensemble des utilisateurs du réseau qui le payent et c'est bien ce qu'on souhaite éviter. Alors pour donner quelques chiffres, on a bien sûr des scénarios qui sont anticipés côté Enedis. Donc on regarde comme Alexandre les grandes études, ce que donnent les ministères, les différentes voilà, et on s'y simule un scénario bas, moyen, haut, etc. On estime que d'ici 2030, donc si on avait 5 millions de véhicules électriques, effectivement, ce n'est pas un enjeu de production d'électricité, puisqu'on a calculé que finalement... C'est important de le dire, parce qu'on entend quand même souvent... On pose souvent si on cette arrive question-là. à X millions de véhicules, ça correspond à X centrales à ouvrir. Quand même. Voilà, c'est souvent une question qu'on me pose. Alors évidemment, moi je ne représente pas les producteurs d'électricité, qui sont nombreux et en concurrence. Mais quand même, cette estimation était faite. Donc 5 millions de véhicules sur le parc français, ça représenterait 2,5% de l'électricité consommée en France. C'est-à-dire que c'est clairement marginal, puisque c'est inférieur à la fourchette de l'effet climatique d'un hiver froid ou d'un été chaud. Donc ce n'est pas un enjeu de production. Bien sûr, il faudra l'intégrer comme toutes les autres productions d'électricité, mais ce n'est pas un enjeu de production. Par contre, c'est clairement un enjeu de réseau. Et donc, il faut qu'on accompagne cette mobilité avec du smart charging, comme on le dit souvent, et ça se passera très très bien. Voilà, l'objectif pour nous, c'est de limiter les renforcements de réseau inutiles. C'est pour ça que lorsqu'une collectivité ou un client a un projet d'implantation d'IRVE, on lui propose d'optimiser ses points de recharge sur le réseau en implantant ces points de recharge sur le réseau qui est déjà en capacité d'accueillir et de délivrer la puissance
plutôt que de le mettre à un endroit où il faudrait renforcer ou créer un nouveau réseau qui serait payé par l'ensemble des utilisateurs. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on fait et que finalement se fait naturellement, puisque les gains faits par le projet sur le coût du raccordement au réseau peut être remis, j'en dirais, dans l'intelligence de la borne ou dans la puissance de la borne. Et c'est tout à fait gagnant-gagnant. Donc c'est évidemment comme ça aujourd'hui que l'on fonctionne naturellement et avec plaisir. On accompagne cette mobilité électrique. Merci beaucoup. Et juste une parenthèse sur la charge rapide. Aujourd'hui, les nouvelles générations de véhicules électriques la tolèrent, cette charge rapide. Ce n'était pas toujours le cas avant, on oubliait de le dire. Et il y a même certains constructeurs, si vous faisiez 3 recharges rapides consécutives, vous perdiez la garantie constructeur. Mais ils se gardaient bien de vous le dire quand vous achetiez le véhicule. Aujourd'hui, avec les nouvelles générations de modèles, ça c'est un frein qui est levé aussi. Et dans une certaine mesure, évidemment, pas systématiquement, mais les nouvelles technos tolèrent bien ces charges rapides. On va en venir à vous, Monsieur Grelier. Donc pour Bouygues Immobilier, alors vous aussi vous êtes central dans l'écosystème qui se met en place, puisque les gens rechargent chez eux. Et puis on y viendra peut-être dans un second temps sur les questions-réponses, mais il y a l'enjeu clé que représentent les parkings. Parfois vides, parfois mal utilisés, en tout cas mal optimisés plus exactement. Donc vous avez une importance considérable. Importance considérable, faut pas exagérer. Vous allez dire, que fait un promoteur immobilier qui fait des immeubles de bureaux et des immeubles de logement, se préoccuper des mobilités? En fait, il y a les 2 premières raisons, c'est que nos clients choisissent à la fois leur bureau et leur logement en fonction des mobilités accessibles et des facilités d'accéder à leurs biens. Et puis la deuxième raison, tu en as parlé Guillaume, c'est les infrastructures. Quand on construit le bâtiment, il faut qu'on intègre, même si aujourd'hui les véhicules électriques ne sont pas aussi déployés qu'on le souhaiterait, le jour où tout ça va arriver. Et la difficulté qu'on a, c'est qu'on a un rythme de déploiement qui est très lent. Quand on fait des quartiers, puisqu'on intervient maintenant sur les quartiers, c'est plusieurs années. Donc il faut anticiper dès maintenant ce qui arrivera plus tard. Donc je vais essayer de prendre un peu de recul. Moi, je pense qu'en ville, il n'y a pas que le véhicule électrique, il y a plein d'autres mobilités. Et je vais essayer de vous faire partager comment on essaye de se positionner par rapport à tout ça. J'ai quelques slides. Ça va venir. On peut passer à la suivante. Alors ça, je pense que c'est une situation qu'on partage de plus en plus souvent. Alors là aussi, c'est pas pendant toute la journée comme ça, mais on a de plus en plus de difficultés tu as parlé de pics, Guillaume. C'est les pics du soir et les pics du matin qui sont de plus en plus importants et de plus en plus difficiles à passer. Donc, il est bien sûr évident qu'on a tous besoin, dans tous nos responsabilités, d'agir pour éviter ça. Donc, comment nous, on peut intervenir? On s'est posé la question vis-à-vis de nos clients. La question de nos clients, c'est comment je me déplace en ville? Donc, il y a plusieurs moyens. Il y a les transports en commun, il y a les véhicules personnels, il y a tout ce qui est les solutions de taxi ou de VTC, les solutions de covoiturage. Donc là, c'est, je dirais, du transport individuel partagé. Et puis, tous les opérateurs qu'on voit arriver depuis l'année dernière de transport mutualisé, que ce soit des vélos, des patinettes ou autres. Nous, j'ai mis entouré en rouge, là on peut intervenir. Sur les transports en commun, c'est ce qu'on a fait par exemple avec la ville d'Issy, sur le fort d'Issy, où on a ensemble identifié les transports en commun qui pouvaient passer à l'intérieur du fort d'Issy pour faciliter leur utilisation. Après, sur les véhicules, on en parlera, c'est parking mutualisé, comment faciliter aux gens qui viennent dans nos quartiers, dans nos logements, de pouvoir se garer à la fois dans le bâtiment, mais peut-être dans les bâtiments voisins. Je prendrai un exemple tout à l'heure. Et puis il y a toutes les flottes de véhicules à 2 roues, où là on peut soit mettre à disposition, vous verrez on l'a fait tout à l'heure sur certaines opérations, des flottes en boucle fermée, soit intégrer des nouveaux opérateurs en free floating qui vont arriver sur le marché. Après, si on fait un zoom sur la partie 2 roues, il y a plusieurs acteurs. Il y a les gestions de flotte d'entreprise. Donc là, on travaille avec certaines d'entre elles pour mettre soit chez des grands clients dans nos bureaux, soit dans des copropriétés, des vélos qui peuvent servir aux mobilités
autour du quartier. Ensuite, on a les systèmes sur station, Vélib et compagnie, ça on intervient difficilement. Système en free floating, là aussi, hein, on regarde ce qui se passe. Hein, c'est un phénomène qui est en train de qui est parti très fort, qui s'est arrêté à cause du vandalisme et qui revient. Et on a l'impression qu'il revient de manière un peu plus raisonnée, à la fois avec les collectivités et avec des aménageurs. Donc on regarde avec intérêt comment on pourrait héberger ces services-là dans nos opérations. Et puis il y a les gestionnaires de parking, qui je pense sont des acteurs importants, hein, puisqu'ils peuvent héberger à la fois des recharges de véhicules et des nouveaux services. Et on peut travailler avec des nouveaux opérateurs, des nouveaux entrants qui font du parking mutualisé. On en parlera aussi tout à l'heure. Vous voyez qu'on a au milieu d'une offre assez pléthorique. Et là, je vous ai pris une image juste au bas de notre siège où vous voyez qu'il y a une compétition, une complémentarité à un des services, puisqu'il y a CityScoot qui est du free floating, hein, donc un collaborateur qui avait pris un CityScoot pour venir travailler, et puis TityBike qui est notre opérateur de boucle fermée. Donc on voit bien qu'en plus, de plus en plus, les usages sont des usages qui doivent être complémentaires, parce que quand on se déplace en ville, on n'a pas forcément le même comportement le matin et le soir. Je vous prends un exemple très simple. Il faisait très beau jusqu'à maintenant, on partait en vélo. S'il y a un orage le soir, on n'a peut-être pas envie de se reprendre la flotte en revenant, donc on va revenir en VTC, etc. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de plus en plus en ville de moyens de déplacement très complémentaires et qu'il faut intégrer tout ça, hein, d'autant plus qu'on a de plus en plus d'actifs qui vont être non salariés, donc qui n'auront pas l'obligation de venir peut-être à un siège pour travailler, mais qui iront d'espace de coworking à espace de coworking. Donc il faut s'adapter à ces différents modes de mobilité. Alors, si je reviens sur la façon dont on peut agir, nous, il y a 3 grands domaines. Agir sur les infrastructures et services de proximité. Hein, je vais vous prendre des exemples. C'est proposer des offres de démobilité. Hein, je pense qu'une façon de supprimer les bouchons du soir, c'est peut-être éviter que tout le monde parte en même temps et se retrouve à la fois sur le périph' et dans le métro, et qu'on peut-être déporter une partie de ce qui est fait dans un bureau ailleurs, ou aménager les univers de travail de ces personnes-là dans des environnements un peu différents. Et puis le troisième, c'est anticiper les nouvelles mobilités. Donc on parlera notamment de ce qu'on a fait sur EasyGrid, ce qu'on fait sur SoMobility sous l'impulsion d'Éric Le Gall, et puis d'autres expérimentations qu'on fait ailleurs pour essayer d'anticiper. Je vous l'ai dit, on fait des quartiers où on aura terminé de livrer dans 10 ans. Moi, je ne sais pas dire aujourd'hui ce que sera la mobilité dans 10 ans, donc il faut qu'on se prépare et qu'on anticipe tous les impacts que pourront avoir ces nouvelles mobilités. Alors, sur le premier, agir sur les infrastructures et services de proximité, j'ai pris 3 exemples. Dans les très grosses opérations, mais des conciergeries de quartier qui deviennent des hubs de mobilité, c'est-à-dire qui permettent de gérer de manière plus simple l'autopartage de proximité, qui gèrent des flottes de véhicules. Donc là, on l'a mis par exemple, Ginko, c'est une opération qu'on a fait à Bordeaux. Le deuxième exemple où on agit sur les infrastructures, c'est bien sûr nos parkings, hein, qu'on équipe. 100% de nos parkings sont véhicules électriques ready, ou également la possibilité de charger des vélos. Donc bien sûr, on n'équipe pas toutes les places, hein, parce que c'est un surcoût qu'on ne peut pas se permettre sur notamment des très, très grosses opérations. Donc on prend des mesures conservatoires. Comme l'a dit Guillaume, on s'arrange pour qu'en tête de réseau, on ait la puissance nécessaire. Et quand le client arrive, il se connecte, il connecte son infrastructure, soit via des partenaires comme Enedis, comme Bouygues Energy Service, hein, dans le groupe, qui installent très rapidement une station de recharge, ou certains constructeurs qui proposent. Donc on prépare les bâtiments pour qu'ils soient, bien sûr, qu'ils puissent accepter les véhicules électriques. Et là, c'est une image de notre parking. Et puis le troisième exemple dans les infrastructures, c'est le parking mutualisé. Donc là, j'ai pris le Ford ici. Donc je parle sous le contrôle d'Éric. Le Ford ici, on a fait appel à un partenaire qui s'appelle Bipark, qui fait du parking mutualisé quand la piscine est arrivée au Ford ici, hein, puisqu'on s'est aperçu que
malgré ce qu'on avait pu penser, beaucoup de monde venait en voiture à la piscine et qu'il n'y avait pas suffisamment de place en surface. Donc on s'est dit, il y a des places qui sont vides la journée. Il y avait une école à côté, par exemple, il y a des parkings qui n'étaient pas complètement utilisés, et puis des logements qui étaient vides. Donc on a utilisé avec ces startups la possibilité d'utiliser ces parkings privatifs pour les utilisateurs de la piscine. Donc on a géré une situation de stress sur le parking simplement en optimisant des ressources existantes. Donc voilà comment on intervient sur les infrastructures. La deuxième piste sur laquelle on travaille, si ça veut, voilà, c'est la démobilité. Donc nous, on pense beaucoup que le coworking va se développer. Je vais vous donner 2 chiffres. 25% des actifs en 2020 sont non salariés, c'est-à-dire que ce sont des freelances, des startups, donc c'est des gens qui n'ont pas vraiment besoin d'être toujours au même endroit dans un siège. Et puis le deuxième chiffre, sur le début de l'année, 1/3 des transactions en immeuble de bureau se sont faites par des opérateurs de coworking. Donc nous, on a lancé et on a fait le premier à ici Moino Nextdoor, notre concurrent WeWork, et à Quirk, enfin, il y a de plus en plus d'offres. On voit que c'est un phénomène qui se développe, et ça permet de désengorger un peu les transports en commun, puisque ils sont pour l'instant répartis en Ile-de-France, bientôt partout en France. Donc vous pouvez, en fonction des personnes que vous avez rencontrées, des rendez-vous que vous allez avoir, vous poser à des endroits différents de l'Île-de-France, par exemple. Donc là, je pense que c'est un moyen d'alléger considérablement les trafics contraints le matin et le soir dans tous les moyens de transport. Donc ça, c'est quelque chose que je crois qui est déjà aussi beaucoup développé dans les pays scandinaves. On a été, avant de lancer ce type d'offres de mobilité, on a été voir notamment en Norvège, à Amsterdam, qui est très en avance. Donc on voit que ça a un impact dans le long terme sur la mobilité. Et après, on essaye d'anticiper. Alors, un autre exemple d'offres de mobilité, on fait de plus en plus dans nos opérations résidentielles des espaces partagés, et on propose aux copropriétaires d'en faire ce qu'ils veulent, soit une chambre pour accueillir des personnes qui viennent pour le baptême du petit ou je ne sais pas quoi, qui ont besoin de loger à proximité. Et la plupart d'entre eux nous disent non, on veut en faire un espace de coworking dans la résidence. Et on leur a développé une petite application qui s'appelle Entre Voisins, qui leur permet de gérer de manière autonome cet espace de coworking. Donc on voit qu'on organise en réseau, mais que là aussi, ça peut être une demande des particuliers ou des copropriétaires qui mettent ça en place dans leur logement. Après la dernière partie, on anticipe ce qui va se passer, on essaie d'anticiper ce qui peut arriver d'ici 10 ans pour nous l'intégrer dans nos programmations. Donc j'ai pris l'exemple d'Ici Grid où notamment avec Enedis, on a fait un certain nombre de tests justement sur les bornes de recharge sur un palais, et puis on a fait un autre test qui est qu'un jour on va avoir beaucoup de batteries de seconde vie, de véhicules qui auront peut-être moins d'autonomie, et que ce ne serait pas idiot de pouvoir les recycler dans un autre usage. Donc on a utilisé des batteries de seconde vie de Zoé, donc on a passé un accord avec Renault, et on a intégré ces bornes à la fois dans un bâtiment qui stocke l'énergie qu'il produit, et puis dans les équipements d'Enedis, où là il y a la même chose sur le réseau. Donc on voit qu'il y a une complémentarité aussi entre la mobilité, effectivement ce que tu expliquais, les capacités du réseau, mais qu'on peut aussi avoir des choses intelligentes à faire ensemble. SoMobility, c'est un projet qu'on suit aussi avec un certain nombre de partenaires sous l'impulsion d'Éric Le Gall. Donc là, pour nous, ce qui est important, ce qui est un cas de plus en plus prégnant pour nous sur le quartier où on est installé, c'est la mutualisation de parking, c'est le covoiturage au niveau d'un quartier d'affaires. Le covoiturage aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'effet de masse au niveau de chaque entreprise. Donc on aimerait bien faire du covoiturage sur le quartier où on est installé. Il y a une densité incroyable à la fois d'entreprises et de collaborateurs qui n'ont pas forcément tous un véhicule de fonction. Donc ce serait, à mon avis, intéressant, mais on voit que ce n'est pas si simple que ça de faire du covoiturage organisé au niveau d'un quartier. Puis une utilisation de parking. On a tous des parkings qui sont avec des nappes vides, un ou deux étages selon les moments de la journée. Et
aussi des problèmes de saturation. Donc l'idée, ça serait sur ce quartier-là, de faire un peu comme à Orly. Quand vous allez à Orly, vous avez, si le P2 est plein, vous allez au P0. Donc là, c'est pareil. Si le parking de Bouygues Immobilier est plein, que nos collaborateurs aillent chez Accor ou Microsoft qui est voisin, ça serait pour eux le même service et ça serait globalement, ça soulagerait un peu le quartier. Et puis la dernière expérience qu'on fait, et là c'est à Lyon, sur le quartier de la Confluence, on travaille sur des navettes électriques, donc c'est à la fois un véhicule électrique et c'est une navette autonome qui a la vertu de pouvoir aller chercher les personnes au pied de leur immeuble. C'est notamment intéressant pour les personnes à mobilité réduite. Là, on a validé la technologie, hein, c'est en plus une boîte lyonnaise, française, donc la technologie est validée, le modèle économique est validé, mais comme on est en France, on a un petit souci de réglementation, hein, puisque les navettes autonomes en France ne peuvent pas rouler sur le domaine public. Tous les essais, il y a un essai qui a été fait aussi, je crois, par la ville d'ici, avec une autre navette. On tourne sur des parkings ou des chemins piétonniers, mais on est incapable de faire comme en Norvège, comme en Suisse. Hein. Navia, cette boîte lyonnaise, se développe partout, sauf à Lyon, où elle a son siège. Donc je trouve ça un peu paradoxal. Après, on a alors c'est un peu petit, on a aussi un collaborateur qui s'est installé au MIT pour travailler sur toutes les réflexions qui sont faites à la fois cet organisme de recherche, mais également toutes les startups qui sont autour, sur l'impact justement en termes de flux, en termes de consommation de l'arrivée de véhicules électriques, l'arrivée de véhicules autonomes, et notamment comment gérer de manière plus optimum tous ces flux. Donc là, c'est vraiment de la recherche et développement long terme, mais ça nous permet là aussi d'anticiper dans la création de quartiers importants comme on le fait en ce moment, ce qu'on pourrait avoir comme évolution de la chaussée. Hein, là, je parle devant mon collègue de Colas. Il y a certainement la chaussée demain deviendra certainement un peu plus intelligente. Et d'ailleurs, je vous ai pris ce qu'on essaye d'intégrer de plus en plus dans nos opérations, hein, qui est un petit peu de souci avec le BIP. Donc en fait, vous avez tous entendu parler de la route intelligente. La route intelligente, c'est le constat qu'il y a des centaines et des centaines de milliers de mètres carrés en France qui sont utilisés ou très peu utilisés, qui sont les routes. Si on mettait des panneaux solaires sur ces routes-là, on pourrait produire beaucoup d'énergie. C'est facile de le dire, il faut juste que ce soit des panneaux solaires sur lesquels des poids lourds peuvent rouler. Donc Colas a mis au point cette technologie. Il y a des tests qui sont faits partout en France et dans le monde, puisqu'il y a des installations également au Japon. Donc il y a un déploiement qui va se lancer dès l'année prochaine. Et on s'est dit, c'est peut-être pas la peine de remettre ça dans le réseau d'Enedis ou de repartir sur quelque chose de centralisé. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette énergie pour des bornes de recharge? Donc c'est les premiers tests qui sont faits. Et puis, il y a une autre idée, c'est de dire, cette route, est-ce qu'elle ne peut pas devenir intelligente? Est-ce qu'on ne peut pas faire de la signalisation dynamique? C'est-à-dire qu'on intègre des LED, hein, je fais rapide, mais des LED dans la route, qui permettent que cette route devienne, on puisse la piloter pour des usages. Je vais prendre un exemple tout simple que vous allez comprendre. Il y a des tas de places de livraison qui sont utilisées 1 ou 2 heures par jour et qui sont impossibles à utiliser pour le stationnement le reste de la journée. Si ces zones de livraison, on pouvait, de manière avec des LED, effectivement les réserver pour la livraison le matin, mais dès que les livraisons sont terminées, les réattribuer pour le stationnement, ça serait très très simple. Il y a des tas d'autres usages, qu'on change les voies. Et puis il y a un usage moi, qui m'intéresserait, hein, là je parle à Pascal, c'est quand on circule l'hiver et qu'il y a du verglas, on ne voit pas les plaques de verglas. Si on pouvait allumer en bleu la route pour indiquer ces plaques de verglas, je pense qu'on gagnerait en sécurité. Et puis il y a une deuxième maille sur laquelle on travaille, donc c'est pas vrai pour toutes les métropoles, mais c'est le cas pour la métropole de Dijon, qui nous a dit travailler avec des partenaires. Donc on s'est rapproché d'un certain nombre de partenaires comme Suez, Citellum, hein, donc une filiale aussi d'EDF, pour faire un cockpit de la métropole, c'est-à-dire que l'ensemble des informations concernant la sécurité, les problèmes de signalisation, les événements, tout ça est centralisé et les informations sont prises dans un cockpit où tout le monde
partagent ces informations. Avant, c'était par silo. Là, par exemple, s'il y a un événement, s'il y a un accident, automatiquement, les secours sont envoyés, bien sûr. Les feux et la signalisation est mis à jour pour qu'il n'y ait pas d'engorgement autour de ces accidents, mais que tout ça soit géré. Hein, donc là, c'est l'idée de centraliser tous ceux qui maîtrisent, et notamment la mobilité, mais tous les impacts sur la ville, dans un cockpit unique. Bien sûr, c'est eux qui restent à la manœuvre, mais c'est de leur donner cet outil qui manque certaines fois dans les grandes métropoles. Donc voilà, on est un peu au centre de toutes les mobilités. Le véhicule électrique, je vous l'ai dit, fait partie de nos préoccupations, mais je pense qu'il faut, pour nos clients, intégrer beaucoup plus que simplement le véhicule tel qu'il est aujourd'hui, avec une motorisation différente, mais c'est quoi la mobilité de tous ces gens-là dans leur quotidien, notamment en ville. Je vous rappelle qu'en Ile-de-France, en première couronne, la plupart de nos clients sont motorisés à 50%. Donc 50% de nos clients n'ont pas de véhicule. On fait toujours 100% de parking pour nos logements. On fait des fois deux parkings pour chacun des logements. Donc on se dit qu'il y a peut-être des choses à inventer ensemble pour concevoir la ville qui corresponde mieux à ce que veulent nos clients d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Grelier. Quelle profusion, hein, comme je l'annonçais. Propos des navettes autonomes, c'est vrai qu'en France, ce serait bien qu'on les laisse maintenant évoluer, puisqu'il y a quand même parmi d'autres, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a deux géants qui, ça y est, s'y sont mis de près. Il y a Waymo, Waymo c'est Google, et il y a Baidu en Chine. Ils ont des flottes, ça y est, considérables, qui sont maintenant opérationnelles. Et il y a un opérateur dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est Yandex, qui évolue en Russie, et qui est très très performant. Donc ça fait des concurrences. En plus il y a Dubaï, il y en a plein d'autres, hein, mais ça fait quand même une concurrence de plus en plus affûtée, et qui, pendant que nous on hésite à mettre nos navettes en liberté, enregistre toute la data liée au roulage, qui est très très précieuse par la suite. Et puisqu'on parle de data, et votre dernier slide était assez éloquent à ce sujet, on sait que c'est l'un des nerfs de la guerre. Oui, pardon. Et donc, Monsieur Fabien Cauchy, donc président de Metapolis, vous, c'est votre spécialité, en partie, la gestion de la data. Mais peut-être qu'en préambule, vous pouvez nous présenter Metapolis, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît avec précision tout le spectre que vous couvrez. J'en doute très fortement. Écoutez, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Je ne suis absolument pas spécialiste de ce domaine que sont les mobilités électriques. Même si j'ai eu l'occasion de travailler dès 2010-2011 sur ces sujets, dans la mesure où dans la société dans laquelle je travaillais à l'époque, il y avait des projets de déploiement aux Pays-Bas et au Portugal sur ces infrastructures de recharge de véhicules électriques qui commençaient déjà. Donc ça fait déjà quasiment une dizaine d'années que ces sujets montent en puissance progressivement. L'objet qui m'avait été demandé d'aborder aujourd'hui, c'est effectivement comment est-ce que les collectivités se préparent au déploiement de ces nouvelles mobilités électriques. Metapolis, donc je vais vous en parler une minute au grand maximum. C'est une toute petite entreprise que j'ai créée il y a 3 ans et qui se positionne simplement sur un postulat qui est qu'il faut accompagner les collectivités locales dans cette transformation numérique, dans ce qu'on appelle aujourd'hui la ville intelligente. Et donc c'est bien de ce sujet de ville intelligente et de transformation de la ville et des territoires que je vais essayer d'aborder brièvement. Si on peut éventuellement passer sur la présentation, et juste pour finir sur Metapolis, donc on est une toute petite structure, hein, on est une vingtaine de personnes aujourd'hui, et on travaille avec peut-être la majorité maintenant des métropoles françaises, quelques régions, quelques établissements publics, sur le fait de les accompagner dans ces logiques de transformation. Par contre, je ne sais absolument pas comment on fait. On appelle les gens gentils pour qu'ils basculent sur les slides, c'est ça ? Magnifique. Merci beaucoup. Donc la Smart City, déjà, qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. C'est un objet volant, non identifié. Très clairement, c'est un terme suffisamment valise pour ne pas avoir de caractéristiques propres, mais qui recouvre tout un ensemble de sujets qu'on pourrait peut-être synthétiser par comment utiliser au mieux les technologies pour transformer les villes, les territoires et les services publics, apporter un meilleur service avec une meilleure efficacité, une meilleure résilience et à un moindre coût écologique et énergétique au profit de l'ensemble des usagers et de l'intérêt général.
c'est une vision qui m'est très particulière, mais que je défends. Alors, quand on parle de nouvelle mobilité, évidemment, on a tendance plutôt à vouloir fantasmer là-dessus. Mais au-delà du fait que la voiture peut faire rêver, ça correspond assez bien à ce prisme qu'on a beaucoup évoqué au cours des dernières années, c'est-à-dire la transformation de l'économie et des industries par le logiciel. De plus en plus, effectivement, quand on parle, effectivement, on a beaucoup parlé d'infrastructures, mais vous avez aussi parlé de pilotage de ces infrastructures et de monitoring de ces infrastructures. Et c'est vrai qu'on passe de modes de fonctionnement en silo, de modes de fonctionnement industriel très cloisonnés, à des modes qui sont décloisonnés. Et ils le sont par quoi? Ils le sont par les infrastructures numériques, ils le sont par les logiciels qui permettent de piloter, superviser, monitorer ces infrastructures numériques et ces infrastructures physiques, et par la data qui va être effectivement produite, collectée, monitorée par l'ensemble de ces infrastructures. Alors en fait, du coup, On appuie sur le bouton, mais il faut le dire en même temps. Ah. Donc du coup, j'essayais de faire fantasmer sur comment on allait encore un cran plus loin sur les mobilités, mais du coup, mon impact est beaucoup moins fort de ce fait. Quand on parle de mobilité aussi, il faut effectivement penser économie, nouvelles économies, sharing economy, même si l'économie du partage n'est pas forcément toujours très partageuse, mais en tout cas, effectivement, mode de consommation à la demande, transformation vers une économie de l'usage et non plus de la propriété. Vous l'avez largement évoqué sur le mobilier et l'immobilier, c'est valable finalement pour quasiment l'ensemble des aspects. On pense bien sûr à Uber, à Airbnb, et effectivement maintenant au co-living et à bien d'autres aspects. Mais ça a un impact direct à la fois sur la manière dont on conçoit les politiques publiques à l'ère du numérique, à l'ère de l'économie du partage, et ça et du coup a un impact sur la manière dont on entrevoit les aspects effectivement du logement, de l'aménagement, de la construction, de l'étalement urbain, et effectivement de la mobilité. Parce que la mobilité, elle n'est pas juste effectivement la problématique de comment est-ce qu'on résout ces problèmes de congestion que vous avez illustriez très bien par ce bus et toutes ces voitures qui sont bloquées par celui-là, mais bien par le fait de voir comment on va transformer la manière dont on consomme la mobilité et dont on réfléchit finalement ces états intermédiaires de mobilité et d'immobilité dans le cours d'une journée ou le cours d'une vie. J'ai bon espoir. Bon, du coup, l'effet dramatique et humoristique souffre à chaque fois et j'en suis désolé. On pourrait effectivement se dire que le logiciel et notamment l'intelligence artificielle pourraient pousser un cran plus loin et faire en sorte de nous faire passer d'un usage individuel à un usage de plus en plus collectif. C'est valable pour les véhicules individuels, les véhicules collectifs. C'est valable, effectivement, vous évoquiez les trottinettes, les patinettes, mais effectivement, on a une économie de l'usage qui se transforme complètement et que le numérique peut accompagner. Et on reviendra là-dessus sur les 2-3 exemples que je vais essayer d'évoquer pour rendre ça un peu plus concret, si j'y arrive. Donc très rapidement, je vais vous passer, enfin très rapidement si j'arrive à faire passer les slides, je vais vous passer un enchaînement de slides qui sont issus de Barcelone. Alors j'ai été trop vite là du coup. Une ville, ce sont des réseaux qui sont extrêmement complexes et cloisonnés. Alors vous voyez ce schéma, il est strictement illisible, c'est presque intentionnel d'ailleurs, mais il a un mérite, c'est qu'il permet d'illustrer finalement toutes les couches qu'on va retrouver sur un territoire, sur une ville. On va trouver des couches finalement géologiques, des infrastructures humaines, des infrastructures bâtimentaires, des réseaux. Derrière ça, on va trouver aussi des structures humaines, sociales, économiques, juridiques. On a beaucoup parlé de réglementation ce matin. Et finalement, cet empilement de réseaux représente une complexité phénoménale. Et quand on pense Smart City, évidemment, on est obligé de penser Smart City, Smart Mobilité, Smart Living, Smart Building. Ce schéma donc, qui est issu de la stratégie Ville intelligente de Barcelone, il a, je pense, quasiment une dizaine d'années. Et il se décline, c'est ça qui est intéressant, là encore, si on y arrive, il se décline par une juxtaposition de projets qui ont été structurés en quelques grands ensembles. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais tout en haut, on voit la couche environnement. Ensuite, on voit 6 piliers qui sont l'ICT, donc le numérique, l'eau, l'énergie et quelques autres éléments, dont la mobilité. Et puis ensuite, toutes les couches, on va dire,
d'infrastructures et de réseaux qui sont support à cette ville intelligente. Et derrière ça, Barcelone a décliné une série de projets qui sont au sein de ces grands ensembles, dont un certain nombre d'éléments liés à cette fameuse Smart Mobility, qui est très interconnectée avec l'ensemble des autres réseaux. Parce qu'on ne peut pas penser Smart Mobility sans effectivement penser Smart Living, aménagement, construction, stockage énergétique, réseau énergétique bien évidemment, et puis réseau numérique, parce que là encore, la mobilité intelligente, elle va venir effectivement de réseaux électriques, de stockage électrique. Elle va venir aussi du fait qu'on va être capable de savoir où sont les points d'engorgement, comment router les flux de circulation, comment orienter les usagers vers tel ou tel moyen de mobilité au bon moment. Et ça passe par effectivement une capacité à collecter massivement de l'information en temps réel, l'exploiter en temps réel par des humains et éventuellement par des algorithmes de l'intelligence artificielle pour faire en sorte finalement d'être adaptatif, tactique, comme la ville de Paris le dit parfois, en tout cas de s'adapter de manière dynamique et agile au contexte dans lequel se positionnent les infrastructures. Du coup, la Smart Mobility, je ne vais pas détailler ce slide qui est pour le coup très très moche, mais la Smart Mobility, ce slide-là, il a quasiment une dizaine d'années. C'était l'ensemble des éléments qui étaient prévus dans le programme Smart City Barcelona en 2013-2014, si je me rappelle bien. Et vous voyez bien que juste si on prend la ligne intermédiaire, on va trouver déjà le véhicule électrique, la plateforme d'intermédiation, le smart marking, les aspects green et finalement une cohérence d'ensemble de modèles. Là encore, j'y vais. Je passe rapidement sur Lisbonne. Pourquoi Lisbonne? Parce que je savais qu'on aurait un représentant norvégien et donc je vais lui laisser l'honneur de présenter avec beaucoup plus de talent que moi cette expérience-là. Quand on prend l'exemple de Lisbonne, je vais l'évoquer à deux titres. Vous voyez, en haut à droite, il y a un petit logo qui s'appelle Sharing Cities. En fait, Sharing Cities, c'est un des grands programmes européens qui ont été lancés il y a maintenant 5-6 ans, je pense. C'est donc un des programmes Horizon 2020 qui ont été lancés par la Commission européenne et qui vise à un point qui est extrêmement important, c'est la réplication. On a beaucoup parlé de programmes d'investissement, de R&D, d'expérimentation. La Commission européenne a souhaité passer à un cran supplémentaire et donc Sharing Cities fait partie de ces programmes européens qui consistent à favoriser la duplication de projets d'investissement. Dans Sharing Cities, donc, vous avez 3 villes leaders, dont Londres et Lisbonne, qui ont bénéficié de financements importants pour financer des grands programmes d'investissement, d'aménagement, de numérique. Et vous avez des villes suiveuses, dont Bordeaux, qui ont vocation à voir comment dupliquer, répliquer ces programmes sur leur propre territoire. On connaît bien le sujet parce qu'on accompagne la ville de Bordeaux sur cette analyse de la réplication des différents programmes. Dans les programmes qui les intéressent tout particulièrement, on va trouver celui-là, donc qui est effectivement positionné sur la mobilité et qui part de quelques éléments de contexte importants. C'est 400 000 véhicules entrant et sortant chaque jour dans la capitale et un souhait de devenir finalement, de redonner à la ville une logique d'espace beaucoup plus accessible et donc de diminuer un souhait, une ambition de diminuer de 50% le flux automobile et de 20% les émissions de gaz à effet de serre. Ça passe par quoi? Alors, on a parlé de milliers, voire de dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de bornes de recharge de véhicules électriques au cours de la matinée. Là, sur la ville de Lisbonne, alors qui est évidemment beaucoup plus petite que certains territoires qu'on peut l'évoquer, mais c'est toujours un peu plus de 500 000 habitants, c'est 540 bornes de recharge publiques avec 4 fournisseurs différents. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là encore, Lisbonne, quand ils se sont lancés tout de suite dans une approche de standardisation et d'homogénéisation du parc d'emblée. Et donc, effectivement, d'emblée, il y a eu cette réflexion de se dire, effectivement, on a plusieurs fournisseurs énergétiques, on va avoir des opérateurs de réseau, on va avoir des fournisseurs de bandes de recharge de véhicules électriques, on va avoir des fournisseurs de véhicules électriques, on va avoir des gens qui vont avoir des abonnements, et il faut faciliter cette intermédiation, cette interopérabilité. Ça fait partie, effectivement, des objectifs d'emblée. Et aujourd'hui, au bout de quelques années d'expérimentation, ils en sont à 1400 utilisateurs réguliers, ce qui génère à peu près 2 tonnes d'économie carbone par an, ce qui n'est pas si neutre malgré tout, et une phase d'expérimentation sur la gratuité du stationnement aux bornes de recharge. Alors on sait que c'est des sujets qui ont aussi été abordés en France et dans d'autres pays européens. D'emblée, dès 2009, ils avaient mis en place cette fameuse
plateforme MobiI. Alors je ne sais pas comment ça se dit, comment ça se prononce en portugais, mais en l'occurrence, cette logique était d'avoir tout de suite une infrastructure qui était interopérable, et derrière ça, un système de bornes interopérables qui s'appelle MobiMe. Et donc effectivement, il y a eu cette logique très rapide d'interopérabilité pour favoriser cette logique. Autres éléments qui sont très importants, la ville s'est voulu, alors là encore, on n'est pas forcément sur les mêmes épures, mais c'est vu représentative et donner l'exemple. Donc ils ont équipé leur cité municipale de véhicules électriques dans une logique d'autopartage. Donc là encore, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, je ne sais plus qui le disait, plus forcément de véhicules individuels, mais des véhicules partagés pour les agents, et avec aussi une logique d'interaction entre les logiques de production ENR, les logiques de recharge de véhicules électriques et le stockage énergétique qui ont d'emblée été pris en compte dans le programme. Et puis, autre élément important, la flotte, elle est partagée au sein des agents de la mairie de Lisbonne, mais elle est aussi partagée avec 2 organismes publics que sont Emel et Correios del Portugal. Donc Correios, c'est la Poste. Donc vous voyez une logique d'économie de l'usage au sein même du service public, ce qui n'est pas forcément toujours le plus évident, notamment en France où on sait que les cloisonnements administratifs politiques sont pas toujours très simples. Et je voulais finir sur un dernier slide, je vais peut-être y arriver. Voilà. Donc MobiI, c'est le fameux projet dont je vous parlais. Un des points qui est important, je ne vais pas trop m'apesantir sur ces sujets-là, c'est que quand on réfléchit au sujet mobilité à Lisbonne au sens large, d'abord effectivement il y avait la logique de véhicules électriques, mais d'emblée partagée, avec une logique très forte au sein du projet d'incitation et de pédagogie. C'est-à-dire qu'ils ont mis en fait la logique de participation citoyenne, qui est un autre gros point fort de l'approche Smart City de Lisbonne, au cœur de la logique de mobilité électrique et partagée. Et donc le volet pédagogique, le volet participation citoyenne a été directement interconnecté. Et d'ailleurs, on commence à voir la mise en place de mécanismes où, au sein de, on va dire, de l'application ville-Lisbonne, on va trouver des mécanismes évidemment de service, des mécanismes de participation citoyenne et des mécanismes aussi de récompense des bons usages. Et donc, quand on utilise au maximum les outils partagés, les moyens partagés qui sont mis à disposition par la puissance publique et par les acteurs privés, ben en fait, on est récompensé par ces comportements vertueux. Et on gagne des points d'une certaine manière pour avoir accès à de nouveaux services. Autre élément, donc évidemment, de la même manière que ça a pu être évoqué, on parle de mobilité électrique et partagée et pas uniquement de véhicules électriques. Donc on est bien sur tous les moyens et évidemment tout ce qui est bike sharing a été intégré dans cette logique-là. Le lien très fort avec les énergies renouvelables, au cœur aussi du dispositif. Donc on recharge, on stocke une infrastructure à partir de panneaux photovoltaïques. Le smart parking, évidemment, là aussi est un point extrêmement important. Donc du coup, on va orienter les usagers pour faire en sorte de décongestionner aussi et limiter l'engorgement lié à la recherche de place. Et puis, dernier élément, point qui n'est pas forcément toujours évident, la logistique urbaine est aussi intégrée, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de travailler avec d'autres acteurs du territoire pour limiter aussi les engorgements liés aux livraisons, aux transports, aux travaux, aux interventions. Et donc, effectivement, on va trouver les véhicules des agents, les véhicules des techniciens de la ville, mais aussi la logistique urbaine, comme par exemple la poste locale. Voilà un petit peu pour essayer de faire concentrer les quelques éléments que je voulais aborder avec vous dans cette introduction, sachant que, voilà, je voulais finir là-dessus. Je n'ai pas vraiment parlé de data, alors vous m'aviez dit que c'était un point important. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé de data? Parce que, en fait, on pourrait y passer la journée et que j'adorerais vous parler toute la journée de big data territorial, de données d'intérêt général, de données partagées. On pourra l'évoquer dans les questions-réponses si vous le souhaitez ou a posteriori. Ce qui me paraît extrêmement important, c'est déjà, il faut lever les freins à l'utilisation de la donnée. On a parlé de décloisonnement. Le décloisonnement, il passe par le numérique, il passe par la data. Ça ne veut pas forcément dire que tout doit être open data, mais tout doit pouvoir à un moment donné être partagé et réutilisé pour favoriser de nouveaux usages. Si on ne partage pas l'information et la donnée, on peut réfléchir au modèle économique, on peut réfléchir à tout un ensemble de choses, mais si on reste dans des modèles très fermés intellectuellement sur la donnée, on n'arrivera jamais à aller vers la smart mobilité et la smart city. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Cauchy. Et donc, nous allons clôturer ce tour de présentation qui a dépassé un peu le temps qui nous était imparti. Donc, ensuite, on fera une séance de questions-réponses, je pense, directement avec la salle, parce que j'imagine que vous voulez interpeller ou questionner certains des intervenants. En tout cas, on a l'immense plaisir et l'honneur de recevoir Monsieur Arbaud, qui représente donc l'ambassade de Norvège. Alors l'ambassade de Norvège, bon, la Norvège, quand on parle de véhicules électriques, ça vient tout de suite à l'esprit. Donc vous allez nous donner quelques détails et puis on a échangé en amont de l'événement aussi d'évoquer certains freins qui ont été levés par la Norvège, parce qu'en France on a tendance à idéaliser en disant voilà on va faire la même chose, c'est totalement duplicable, et eux l'ont fait en un temps record. Alors au-delà de la différence entre les pays, entre le nombre d'habitants, le PIB, etc., mais vous allez aussi nous donner des clés de compréhension en disant que ça n'a pas toujours été aussi simple que cela, y compris dans votre pays. D'accord, voilà, ça marche. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et l'opportunité de partager quelques expériences norvégiennes avec vous. Je ne suis pas un expert dans la mobilité électrique, mais je pense que nos expériences sont quand même intéressantes pour cette discussion aujourd'hui. Alors, comment ça marche? Et voilà. Très bien. Alors, la politique et stratégie norvégienne pour augmenter le nombre de voitures, véhicules électriques. Tout d'abord, je veux dire, c'est un mixte des incitations économiques et aussi de mesures très concrètes sur le niveau national et local. Et par exemple, pour les stations de rechargement. L'objectif norvégien est assez ambitieux. On a pour objectif que tous les véhicules vendus d'ici 2025 soient zéro émission. Alors dans seulement 7 ans. C'est un objectif très ambitieux, mais on est sur la bonne route. Et il y a plusieurs incitations et mesures qui ont été en vigueur effectivement depuis plus de presque 20 ans, même plus. J'ai mentionné un nombre ici. Par exemple, la taxe d'immatriculation pour les véhicules électriques est zéro depuis 1990. Les véhicules électriques sont exemptés de TVA, de la taxe de circulation. Ils ne payent pas au péage et sur le ferry. Le parking municipal est gratuit. Ils ont accès aux voies de bus. Et ça, c'est très important. Par exemple, dans une grande ville comme Oslo, il y a beaucoup de gens qui utilisent les voies de bus. Maintenant, il faut être au moins 2 passagers dans le véhicule électrique pour utiliser les voies de bus. Ensuite, pour les véhicules d'entreprise, de société, il y a aussi une réduction de 50% des charges et des taxes. Et finalement, quand tu vends un véhicule électrique, il n'y a pas de taxe de changement, comme on donne normalement pour une voiture polluante. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'incitations économiques qui sont en jeu. En plus de cela, il y a aussi, comme en France ou comme dans la plupart des pays, beaucoup de taxes sur l'essence. Et je veux seulement mentionner que la taxe CO2 a augmenté de 20% depuis 2016. Ça, c'est un signal important, mais le prix est plus ou moins comparable avec le niveau de prix en France. Ensuite, pour les stations de recharge, il faut se souvenir que la population de la Norvège est à peu près 5 millions. C'est-à-dire que les chiffres sont un peu plus... il faut que, quand on compare avec la France, il faut prendre ça en compte. Mais en 2010, il y avait à peu près 3000 points de recharge. Et aujourd'hui, on était à plus de 11 000, c'est-à-dire une très forte augmentation.
Alors, la stratégie et la politique norvégienne a justement été un mix des incitations économiques très fortes, mais aussi des mesures concrètes pour améliorer l'infrastructure pour les véhicules électriques. Et, par exemple, il y a des sites, des pages et des applis, comme vous verrez à gauche là, qui montrent où sont les stations de chargement dans le centre d'Oslo, par exemple. Et ces mesures ont eu des effets. Comme vous voyez en haut, bon, c'est un peu difficile à lire, mais quand même, en 2010, il y avait quelques milliers de véhicules électriques en Norvège. Maintenant, on est à plus de 160 000. Seulement en 8 ans, vous voyez l'augmentation qui était très très forte. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les véhicules électriques plus hybrides représentent plus de 40% des voitures neuves en Norvège. Et ça continue à augmenter. En plus des mesures politiques nationales, il y a aussi des mesures locales. Une copie de ce que j'ai déjà mentionné, que le parking est gratuit pour les véhicules électriques. La recharge est effectivement gratuite dans les stations publiques. Il y a aussi des subventions publiques pour établir de nouvelles stations de rechargement. Là, la commune d'Oslo contribue. Et on ne paye pas quand on passe le péage. Il y a maintenant les péages autour des grandes villes de Norvège. Et avec, effectivement, c'est plus cher pendant les heures de pointe. Mais si tu es dans une voiture électrique, tu ne payes pas. Et ensuite, tu peux aussi utiliser les voies de bus, qui est très intéressant pour les gens qui habitent dans les banlieues. Maintenant, il faut quand même être 2 personnes dans la voiture. Comme vous voyez sur la photo, quelqu'un qui a acheté, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français, mais un poupée à côté. Il a été arrêté par la police et la police a pris cette belle photo de lui. Mais la Norvège, on est très ambitieuse dans le domaine de mobilité électrique, c'est-à-dire que je voulais seulement mentionner qu'on ne s'arrête pas avec les voitures. Le premier avion électrique a décollé en Norvège il y a 3 mois avec le ministre de Transport à bord. Et l'objectif est qu'une électrification de tout trafic domestique aérien d'ici 2040. On a déjà plusieurs ferries électriques en Norvège. Le premier a été lancé en 2015. Et on prévoit qu'il y a plus de 60 ferries électriques en Norvège d'ici 2021. Et aussi là, l'objectif est une électrification totale des ferries d'ici 2030. Et finalement, pour les grands navires, on est en train de construire le premier porte-conteneurs autonome et électrique du monde qui va faire un trajet en Norvège. Et ça va supprimer plus de 40 000 trajets annuels. Un seul bateau va supprimer plus de 40 000 trajets annuels par camion sur les routes norvégiennes. Alors, dans plusieurs domaines, on fait des progrès. Mais tout n'est pas si facile. Bien sûr, il y a des contraintes et des discussions et quelques enjeux, comme en France et comme tous les pays, de continuer à taxer l'essence et le carburant. C'est quand même, il y a des limites politiques. Et il y a aussi une certaine augmentation du populisme en Norvège. Et très haut sur l'agenda des populistes, c'est bien sûr l'essence moins chère. Et surtout, un grand producteur de pétrole comme la Norvège. Ça doit être gratuit, plus ou moins. Alors, il y a des limites pour l'augmentation du prix du pétrole. Ensuite, la Norvège, comme la France d'ailleurs, nous avons ce conflit un peu entre les villes et la province. Et les distances sont très longues hors d'Oslo. Et là, et en plus, il n'y a pas un transport en commun très développé. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte ça et accepter que quand même, dans plusieurs endroits en Norvège, la voiture en essence va toujours jouer un rôle important.
Et puis on voit autour d'Oslo que l'achat d'un véhicule électrique est devenu un peu un symbole de richesse et de la mode. Et très souvent, les familles aisées, ce n'est pas la première voiture qui est électrique, mais c'est la troisième voiture qui est électrique. Et pour le week-end, on prend le SUV diesel pour aller en montagne avec toute la famille. Et ça, je plaisante un peu, mais effectivement, c'est un peu vrai. Et puis, on prend le Tesla pour aller au travail dans le voie du bus lundi matin. Et puis, ça, c'est la troisième voiture de la famille. Et ensuite, on voit aussi quelques contraintes de la construction des stations de recharge. Et surtout, si on veut utiliser les voitures électriques pour de longues distances, il faut encore avoir plus de stations. Et aussi, comme on a tellement d'incitations économiques, ça représente un problème pour les revenus publics. Parce que la voiture a toujours été une bonne source de revenus publics. Et notre ministère des Finances est un peu inquiet. Et la discussion est maintenant comment est-ce que quand même il faut augmenter un tout petit peu aussi les taxes pour les véhicules électriques parce que même s'ils polluent beaucoup moins, on a toujours besoin de routes, de construction, de maintenance de routes et ça coûte beaucoup au budget national. Alors, ce mix d'incitation économique et adopter l'infrastructure, je pense que ça c'est un bon modèle. Et ça, c'est l'expérience norvégienne qui, je crois, peut être copiée dans d'autres pays aussi. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Arbaud. Et c'est vrai notamment par rapport au nombre de bornes qu'il y a en Norvège, c'est assez intéressant parce qu'on entend souvent des dictates en disant il faut une borne pour 10 véhicules. On se rend compte qu'en Norvège, il y a une borne pour 19 véhicules, que ça fonctionne très bien. Donc ça dépend vraiment des usages de recharge des gens et c'est pas la peine d'en mettre forcément partout. L'exemple norvégien, notamment Oslo, en est la parfaite démonstration. Je parle des bornes en voirie du coup là notamment. Avant de prendre vos questions pour ne pas dépasser trop de temps, il y a quand même une question qui me paraît fondamentale parce qu'on n'en a pas vraiment parlé, sauf vous, Monsieur Arbaud, à l'instant. Et je pense que pour l'ensemble des collectivités, c'est quand même un point central. C'est la question du coût de tout ça, parce que c'est vrai que quand on voit tous ces exposés, forcément, à chaque fois, c'est excessivement stimulant, c'est séduisant. On se dit, bah oui, pourquoi n'y allons-nous pas il y a sans doute quand même une contrainte de coût, bien que M. Grelier ne soit pas forcément d'accord avec moi sur ce sujet, puisque vous dites que de toute façon, il faut y aller, sinon d'autres vont le faire à notre place, n'est-ce pas ? Tout ne coûte pas, hein. Le parking mutualisé, c'est juste essayer de concevoir mieux des quartiers. Les quartiers qu'on fait aujourd'hui sont des quartiers mixtes où on met du bureau, du logement et des commerces pour éviter d'avoir justement une surutilisation de ressources, hein, que ce soit l'énergie, que ce soit les parkings. En fait, on essaye de réinventer ce qu'a fait Haussmann. Hein, c'est des quartiers parisiens très mixtes où on optimise toutes les ressources. Et le parking mutualisé, c'est une économie pour tout le monde. Hein, c'est une économie pour le promoteur qui, du coup, peut redonner cette valeur-là à son client. C'est une économie aussi pour la ville. Et moi, ce que je pense, c'est que vous ne vouliez pas parler des data, mais il y en a qui en parlent beaucoup. Hein, c'est les GAFA qui peuvent arriver en étant maître d'œuvre de certaines opérations immobilières. Hein, c'est l'exemple à Toronto, où ils ont signé un accord avec Toronto, où ils vont développer un quartier où ils ont une approche urbaine, mais derrière, il y a quand même toute une volonté de capter les datas, vos datas d'usage au quotidien, sur la voirie, dans les bâtiments, et vous proposer encore des offres plus adaptées à ce que vous avez envie de faire. Donc, où on s'organise, et je pense que la ville d'ici montre l'exemple, à collecter ces datas et à les maîtriser au niveau des villes. C'est la même chose à Lyon, où il y a une plateforme de data où on les laisse faire et ils le font sans nous. Ils sont capables, avec tous les réseaux, tous les offres de mobilité qui sont en train de déployer, d'avoir des informations très pertinentes. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Uber a signé à la fois avec Flixbus pour récupérer les jeunes qui prennent les bus pour les prendre sur les derniers kilomètres en Uber. Et Uber est également investisseur de, je ne sais plus lequel, Lime ou Bird, qui est des trottinettes en libre service. Ils sont également investisseurs de véhicules, de vélos en free floating. Donc ils vont avoir l'information de porte à porte de votre déplacement. Donc ils sont en train
de collecter de l'information, donc où on prend ça en main, hein, et votre exemple de la Smart City à Lisbonne est pertinente. On laisse faire petit à petit, et puis on va perdre chacun un peu de la valeur, et la valeur qu'on apporte à nos clients va nous échapper. Juste pour prolonger votre propos, alors oui, évidemment, 100% d'accord avec ce que vous venez de dire, sachant qu'effectivement, que ce soit Google ou les autres, ont déjà massivement de l'information. Quand on regarde la capacité que notamment Facebook et Google ont à collecter de l'information à partir des devices qui nous équipent tous, c'est juste phénoménal. Et donc, typiquement, les informations de mobilité, aujourd'hui, l'acteur qui en a le plus, c'est Google, parce qu'il connaît notre mobilité individuelle, le piéton, il connaît notre mobilité au travers de ce qu'on peut faire comme recherche au travers de Maps, et il connaît aussi toutes les données de mobilité produites à partir de Waze. Et Waze collecte massivement de l'information, ce qui fait que Waze, qui est en train de se positionner potentiellement, et pas potentiellement d'ailleurs, directement en concurrent d'acteurs comme Blablacar, fait qu'on va se retrouver avec des capacités d'acteurs comme ça à être acteurs de la mobilité au-delà des autorités organisatrices de transport. C'est-à-dire qu'on dépasse même le cadre de la ville, on est vraiment au niveau de la politique publique sur une zone. Et aujourd'hui, c'est typiquement ce à quoi ces acteurs tendent à faire, et à un niveau mondial. Donc, par contre, pourquoi je n'ai pas voulu rentrer dans ce détail, c'est que d'une part, effectivement, c'est un sujet qui est relativement complexe, qui a un cadre réglementaire, notamment pour les acteurs publics, qui est particulièrement compliqué. Mais au-delà de ça, les collectivités s'organisent. Il y a tout un ensemble de travaux, et effectivement, ici, les Moulineaux a plutôt été avant-gardiste. Nous, on travaille beaucoup avec la région Île-de-France, on travaille sur leur programme Smart Région, qui est en train de se déployer avec une plateforme régionale de données, qui va se déployer à partir de l'année 2019. La ville de Paris, évidemment, a aussi beaucoup construit autour de sa politique data et de ses programmes d'accompagnement comme Data City. Et la plupart des grandes villes, métropoles, régions au niveau français et européen commencent à adresser ces sujets-là. Après, les questions qui se posent sont des questions non plus techniques, mais de politique. Parce que finalement, on peut parler de plateformes de données, on peut parler de plein de choses. C'est presque trivial. C'est une question de choix politique. Est-ce que les acteurs publics, à un niveau local, régional, national, européen, et au niveau européen, il y a de nombreux débats à ce niveau-là, veulent se doter des outils qui leur permettent de garder une souveraineté numérique? Parce que par nature, quand on parle de réseau, personne ne part avec des routes, personne ne part avec des rames de tram. Un délégataire d'eau ou de transport ne va pas partir avec les usines, c'est évident. Par contre, la donnée, c'est par nature totalement immatériel. Et donc, effectivement, la dépendance totale, ça ne veut pas dire qu'il faut faire sans, il ne faut pas faire sans les acteurs numériques, les collectivités locales, la puissance publique ne va pas réinventer un système d'exploitation comme ça a pu être dit il y a quelques années. Donc, il faut faire avec les acteurs numériques, mais il ne faut pas se retrouver dépendant, ou en tout cas totalement dépendant des acteurs numériques, et en tout cas pas d'un seul. Merci. Et j'ai une dernière question, un point qui n'a pas non plus été soulevé et qui intéresse au plus haut point les collectivités pourtant. Et là, je vais me tourner plutôt vers Monsieur Lebrun et Monsieur Langlais. On a parlé de la seconde vie des batteries, celle-ci elle est connue, etc. On n'a pas parlé du recyclage définitif des batteries. À l'heure actuelle, je ne connais pas de système, même Renault n'en a pas, de système vertueux au plan environnemental, puisqu'on a une montée en température tellement impressionnante pour réduire les batteries en fin de vie. Est-ce qu'il y a des perspectives là-dessus, ou est-ce qu'on avance en se disant bon, bah, la science va combler le retard dans l'intervalle, quoi? Alors, je ne suis pas un spécialiste du recyclage, mais théoriquement, un industriel qui met... toute la filière est contrainte par la loi à mettre en place... la filière véhicule électrique est contrainte par la loi de mettre en place la filière de recyclage qui va avec. Le problème, c'est le volume à l'heure actuelle qui rend la filière de recyclage et les techniques de recyclage pas encore rentables. Donc, c'est ça qui coince, mais forcément... Et j'ai aucun doute sur les technologies de recyclage qui permettront, les volumes aidants, de rendre la chose possible et rentable. Alors, Enedis n'est pas ni fabricant ni acheteur de solutions de stockage. Par contre, comme l'a dit Christian tout à l'heure, on a fait un certain nombre de démonstrateurs Smart Grid dans lesquels on a testé des solutions de stockage, dont une à Ici Grid avec effectivement des batteries dites seconde vie
de Renault Kangoo, donc qui nous ont permis de démontrer que la batterie d'un véhicule en seconde vie pouvait avoir un usage de stockage utile pour le réseau de distribution ou utile pour un client si c'est installé en partie privative. Donc on a su démontrer qu'on était capable, à partir d'une batterie, de gérer le réseau d'une manière différente. À EasyGrid, qu'est-ce qu'on a fait? On a stocké l'énergie produite par des panneaux solaires qui sont dans le quartier et qui, à un moment dans la journée ou dans l'année, produisent plus que la consommation du quartier. C'est le moment opportun pour stocker cette énergie et pour la restituer le soir à la pointe. Ça, c'est vertueux pour la planète, tout le monde le comprend, c'est vertueux pour le réseau, c'est économiquement intéressant. Maintenant, effectivement, ce qu'on observe, c'est que le coût du stockage baisse d'année en année. Il y a un moment où il va devenir économiquement intéressant, y compris pour Enedis en tant que gestionnaire de réseau, d'appréhender cette question. Et ça bouleversera vraisemblablement notre métier, qui aujourd'hui est un métier d'équilibriste, puisqu'aujourd'hui, RTE, qui est le réseau de transport, équilibre le réseau en permanence pour maintenir une fréquence à 50 Hz entre la production et la consommation. Le jour où on aura du stockage massif, alors on parle vraiment de très grosses quantités d'énergie, on en est encore assez loin, mais si on sait stocker cette énergie, comme on sait le faire aujourd'hui au niveau d'un barrage, qui est tout à fait comparable à une batterie finalement, effectivement, la gestion du réseau de distribution d'électricité connaîtra une révolution dans la manière de la réaliser et de la faire. Et c'est en ça que ça devient aussi un objet, au-delà de la mobilité électrique. Le stockage est un enjeu, effectivement, en soi, de l'énergie, telle qu'elle soit, qui est très très important. Oui. Merci beaucoup. Voilà, bon. Il y a un dernier point, mais qu'on n'a pas le temps d'aborder, mais qui a été évoqué par Monsieur Grelier, c'est la démobilité. On en a parlé ensemble. Je vous renvoie vers les travaux notamment de Bruno Marsloff du groupe Chronos, qui sont assez passionnants et qui expliquent notamment qu'on ne règle pas les problèmes de transport en ajoutant systématiquement des solutions de transport, que ça n'a jamais fonctionné. Une ville comme Los Angeles en est sans doute la meilleure illustration. Donc je pense que vu le temps qui s'est écoulé, on va garder les questions-réponses que vous pouviez avoir avec les intervenants pour le moment du cocktail. En tout cas, je vous remercie pour votre présence et votre attention et je vais demander à Madame Sueur de clôturer cette première session.